Bonjour et bienvenue dans le camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Dans ce nouvel épisode, cap sur l'Alaska pour une traversée du Denali. C'est la destination vers laquelle ont choisi de s'envoler Elias Milriou, Alexandre Mercheseau, Aurélien Lardy et Christophe Tricou. Pendant 50 jours, ils vivent une aventure d'un engagement total en autonomie. Un voyage raconté dans les jours sauvages. Un journal de bord qui aborde de nombreux points comme le plaisir qu'on peut ou non retrouver dans l'alpinisme, l'amitié en montagne ou encore la vraie nature de l'homme après avoir passé du temps loin de la civilisation. Et n'oubliez pas, si vous aimez le podcast, partagez-le, abonnez-vous et participez sur Patreon pour le prix d'un café par mois. Tous vos soutiens sont extrêmement précieux. Bonne écoute. Alors je suis à la maison de la montagne avec Alex, Chris et Aurel. Bonjour à tous les trois. Bonjour Émilie. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre le temps de répondre au camp de base aujourd'hui. On est dans le cadre des rencontres ciné-montagne et on va parler de votre dernière expédition en Alaska qui a fait l'objet d'un film, Les Jours Sauvages. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment est venue l'idée de ce projet ? Il manque quand même un quatrième protagoniste, en la personne d'Elias Milriou. Je vais me permettre de commencer vu que j'étais un petit peu à l'origine. Je travaillais sur un ouvrage, sur une ancienne expé qu'on avait fait avec Elias en 2019 au Mont Logan, donc à la frontière entre le Canada et l'Alaska. Et en cherchant dans les cartes, en fait, j'ai découvert donc le massif du Denali et cette fameuse traversée de nord au sud qui nous permettait de rallier une rivière qui pouvait nous emmener potentiellement jusqu'à l'océan Pacifique. Donc tout de suite, j'ai appelé Elias et je lui ai raconté cet itinéraire. Et lui, c'est marrant parce qu'en même temps, à peu près, il était en train de planifier une expédition avec Aurélien Lardy dans la même région, sur le Denali. Mais lui voulait y aller en avion de manière totalement classique pour skier des grosses faces. Et donc, je lui dis, c'est con parce que on pourrait allier l'utile à l'agréable et faire un truc un peu sympa en skiant des grosses montagnes et en autonomie. Et du coup, il en a parlé tout de suite à Aurel, qui savait pas trop dans quoi il mettait les pieds, mais il nous a fait confiance, les yeux fermés. Et il fallait trouver un quatrième larron, et c'est en la personne de Christophe Tricou, génie touche à tout, que nous avons complété l'équipe. Comment est-ce qu'on prépare une expédition ? C'était finalement assez facile de monter cette expédition parce qu'on avait l'expérience de 2019. C'est pas la même région, c'est pas le même massif, mais c'est la même latitude et c'est plus ou moins le même pays. Donc ça veut dire que quand on part pour 50 jours sur des terrains, sur des moraines ou des sommets en Alaska ou au Yukon, on sait à quoi s'attendre. Donc là, pour nous, c'était facile. La dernière fois, on était parti 45 jours, là, on part 50. Donc en termes de nourriture et de matériel, on sait ce qu'on doit emmener à peu près. Et aussi, en termes de cartographie et de préparation d'itinéraire, quand on regarde une carte, on sait tout de suite à quoi va correspondre tel schéma pour la moraine, tel genre de glacier, etc. On a déjà l'habitude du terrain. Mais donc, on a pu monter cette expédition assez rapidement, finalement, je crois, en 2 mois. Mais si on ne connaissait pas le terrain, par exemple, pour le même genre d'expédition, du type d'expédition dans le Karakoram, là, il nous faudrait peut-être 6 mois de cartographie, de prendre des renseignements, etc. pour vraiment pas se planter, parce qu'une fois qu'on est parti, après, c'est comme avec une grosse inertie, en fait. Une fois qu'on roule, c'est très difficile de faire demi-tour ou de ralentir. Il y a des grosses marges d'approche avec des poulkas de 100 kilos chacun. Comment est-ce que vous êtes préparé physiquement ? Est-ce que ce que vous faites d'habitude, ça convient ? Ou est-ce que vous vous êtes préparé spécifiquement pour cette expédition ? Alors, moi, je me suis pas plus préparé que ça. Je pense que, en fait, c'est à partir du moment où on attaque le premier jour où, en fait, j'ai l'impression qu'on vit la préparation et l'entraînement dans les premiers jours d'expé. Et en fait, c'est vraiment là où on jauge parce qu'avant ça, on n'a pas vraiment l'idée. Je pense que c'est un peu difficile de se rendre compte. La dernière fois, quand ils sont partis au Logan, ils ont marché déjà pendant 2 jours avec 3 jours en portant le matériel.
parce qu'ils arrivaient par l'océan et donc ils avaient encore pas la neige, alors que nous on a été tout de suite sur la neige, et de la neige bien profonde et vraiment neige poudreuse de type d'Alaska. Donc en fait tu peux pas vraiment savoir, à part être en bonne forme physique. Derrière en fait tu sens ton corps, je pense qu'au bout d'une dizaine de jours tu commences vraiment à plus ressentir les courbatures et plus sentir les épaules avec le sac et la poulka, et après ça déroule. Aurel ? Alors, moi, j'ai rejoint, c'est qu'il n'y a pas de préparation vraiment avant de partir. C'est quand même une expé qui intervient au printemps. Donc, en fait, on a quand même tout l'hiver derrière nous. Après, on a des pratiques un peu différentes. On ne se connaissait pas pour autant tous les 4. C'était des connaissances, etc. Moi, j'avais vécu quelque chose avec Elias, déjà en expédition l'année précédente. Et pour les 3 autres, ils se connaissaient depuis un peu plus longtemps. On avait tous un petit peu géré notre hiver différemment. Moi, j'avais passé pas mal de temps en montagne, en ski de pentraide notamment. Eux, pareil, ils avaient skié, ils avaient volé, ils avaient travaillé en tant que guide. Et du coup, l'expé, on est parti en avril, fin avril. Justement parce qu'il fallait qu'il fasse froid et que les rivières qu'on avait à traverser en début de voyage, elles se devaient d'être gelées. Donc, on est parti assez tôt. Donc, finalement, avec une acclimatation assez douteuse, mais une expérience et un temps en montagne quand même assez important finalement parce que c'était la fin de l'hiver. Et comme dit Chris, je rejoins à fond, c'est qu'au bout d'une quinzaine de jours, t'as ton corps qui s'habitue, et puis surtout le moral. Moi, j'ai vraiment trouvé que le temps, en fait, à partir du moment où le temps n'existe plus, qu'une journée lambda classique comme on connaît dans notre société n'existe plus, que tu l'as effacé de ta mémoire, et là ça roule, et tu pourrais vraiment mais passer, on a passé 50 jours, et en fait, finalement, des fois, effectivement, c'était long. Mais en même temps, à la fin, tu dis, merde, c'est déjà fini. Et du coup, c'est vrai que cette dizaine de jours est assez importante pour se mettre dans le bain et se sentir bien une fois sur place. C'est la question de l'itinérance, quoi. C'est comment est-ce qu'on fait pour gérer son effort, et en même temps, ce qui est super agréable, moi, je trouve, dans l'itinérance, c'est qu'on a juste à penser à marcher, à manger, à pas avoir trop froid. Vous avez l'air d'avoir très très froid. Il y a un moment donné où vous restez 4 jours un peu enterré. Là, on n'avait pas forcément froid, c'était vraiment le mauvais. Ouais. Non, quand on était dans notre tente, je crois que les seuls moments moi, où j'ai eu froid, c'est camp 5, où on dort à 5000, au-dessus de 5000, où là, on tournait un petit peu dans la tente. On avait une tente pour tous les 4, et du coup, les 2 du milieu, ils étaient plutôt au chaud, et les 2 des extérieurs, ils étaient des fois un peu plus au frais. Mais sinon, moi, à partir du moment où on était dans le duvet, je me rappelle pas avoir eu super froid. Ouais, le froid, c'est un peu comme la routine, c'est une acclimatation, ça se met en place, on s'y habitue. Donc c'est sûr qu'au début, les premiers soirs, en plus il y a les grosses courbatures, les premières fatigues, les longues marches, on se rend compte concrètement de l'ampleur du projet. Donc c'est sûr que cette première semaine, elle est très intense physiquement et émotionnellement parlant. Mais comme on le dit dans le film, au bout d'une semaine, tout se met en place naturellement. J'aimais bien Aurel ce qu'il disait tout à l'heure sur cette notion de société. En fait, on perd un peu les codes de la société qu'on connaît pour recréer en fait au sein de l'accordé, au sein de la tente, une nouvelle micro-société avec ses codes, ses spécificités et ses humeurs aussi beaucoup. Et ça, c'est vraiment agréable, vraiment appréciable quand on sent tous qu'on est vraiment avec les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est que dans des expériences avec une telle ampleur qu'on peut vraiment ressentir ça, je trouve. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai trouvé que votre film, il questionnait 3 grands items. Le plaisir qu'on peut retrouver dans l'alpinisme ou pas. Il y a la question de la vraie nature de l'homme au bout de 50 jours d'expé. Et il y a la question moi j'ai appelé ça la question de la démocratie dans un micro-groupe. Il y a un moment donné dans le film où, en fait, donc pour reprendre, vous avez d'abord un objectif pour aller au Denali. Ensuite, vous avez l'objectif du Foraker. Et ensuite, vous avez l'objectif d'aller jusqu'à l'océan Pacifique. Et il y a un moment donné, au pied du Foraker, il y a un petit doute sur le fait que vous puissiez y aller parce qu'il n'y a pas vraiment de fenêtre météo. Et là, il y en a un d'entre vous qui dit, en fait, moi, si on n'y va pas, je parle pas jusqu'à la fin du séjour, quoi. Enfin, je suis venue pour ça. Le Denali, je l'ai fait 1000 fois, 3 fois. Je suis là pour ça. Comment est-ce qu'on arrive dans un espace aussi contraint avec des gens qui se connaissent depuis longtemps et puis des gens qui se connaissent depuis un peu moins longtemps, à avoir une démocratie ou un consensus éclairé
tout en gardant de la sécurité sur l'expé? La sécurité, c'est déjà la première des choses, je pense. En fait, ça commence par ça. Avant la démocratie ou quoi que ce soit, en fait, on se regarde tous en tant que plus ou moins professionnels. Et en fait, là, on va vraiment mettre notre barème au niveau de la sécurité. Et voilà, c'est comme la pyramide où, en fait, on a au fur et à mesure, OK, toi, tu as envie de faire ça, mais la sécurité, elle est là, les conditions, la météo, toutes ces choses-là, et l'affectif et tout après. Et donc, la sécurité, au moment où on commence à discuter, on n'est pas au pied du fort à cœur, mais on est en haut du Crosson. Ouais, c'est ça. On a fait un peu 2000 mètres de dénivelé. Et là, on engage sur un peu toute la traversée d'arête, de 13 km, qui fait que à partir de là, en fait, c'est compliqué de revenir en arrière parce que si on veut revenir en arrière, c'est long et on doit remonter, on doit repasser des crevasses, plein de choses comme ça. Alors qu'à l'endroit où on discute, en fait, on peut redescendre directement. Si on chausse nos skis, on est en bas, genre 1 heure après, on est en bas sur le glacier. Et donc là, en fait, c'est vraiment la question de la météo et donc un peu la question sécurité que moi, un petit peu, je pose à ce moment-là parce qu'on a réalisé le Denali, tout s'est super bien passé. Voilà, on n'a pas eu les conditions de neige, de ski idylliques comme on aurait pu imaginer ou quoi, mais en fait, nous, tout était parfait même comme ça. Et donc là, on se pose la question, moi, je la pose vraiment en disant est-ce qu'on va continuer à se faire un peu arracher la tête jusqu'au sommet et faire pareil au retour, ou alors est-ce que pourquoi pas on redescend, on va skier d'autres pentes ou quoi. Mais c'était la démocratie, elle est rentrée là en mode Elias avait un peu son idée et son envie vraiment d'aller là-haut et je pense qu'il a eu ce rôle un petit peu de guide à ce moment-là et de leader un petit peu à dire mais en fait les gars on peut rester comme on l'a fait dans la tente pendant 3 jours, on a la capacité et on va pas se mettre en danger, on peut se mettre dans une crevasse pendant 3 jours, c'est pas un problème. Et à partir de ce moment-là, en fait, moi, lui disait, moi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tenter la chose. Et on est quand même parti pour ça. À la base de France, c'était une partie du projet. Donc il y a un moment où il faut se dire, ok, c'était une partie de notre projet, donc on accepte de potentiellement prendre le vent et passer du temps peut-être à attendre, ou alors que peut-être qu'il y a du très bon ski à faire quelque part d'autre. Mais voilà, et au moins, en fait, ça a remis un petit peu... d'un côté, les... Sur le coup, c'est vrai que c'était un petit peu difficile parce qu'on partait un peu dans le mauvais. Mais voilà, en fait, chacun s'est au fur et à mesure résolu à cette idée-là. Et puis c'était bien parce qu'en fait, voilà, quand on avance dans quelque chose qu'on avait potentiellement imaginé différemment, et en fait, ça nous fait apprendre. Et là, on a appris un peu d'Elias que voilà, cette persévérance, lui, ça l'a amené sur des grandes choses. Et en fait, c'est un peu ça, je pense. Ouais, c'est ça. C'est en fait, quand on se pose cette question par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là, faut prendre en compte la notion de risque et de relation au risque, qui n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se construit avec l'expérience, avec les années en fait, et aussi avec l'âge en fait, tout simplement. Et donc forcément, quand on arrive sur des projets comme ça qui sont on a tous fait beaucoup d'expéditions, on a tous engagé à différents niveaux, mais aujourd'hui on arrive avec un background qui est comme il est. Et du coup, quand on se retrouve dans une situation comme ça, où chacun donne son avis par rapport à la situation et au fait ou non de continuer, il y a tout ça qui transpire, il y a toute cette expérience, tout ce passif qui nous place par rapport à un curseur qu'on choisit ou non de relever. Quand on est en expédition, on sait que c'est probablement unique, une fois dans notre vie qu'on va se retrouver là à faire ce genre de choses. Donc forcément, en tout cas moi je le vois comme ça, quand on est en expédition, on va relever le curseur de l'engagement parce qu'on sait que c'est pour un coup. Après ce moment de relever l'expédition, il y a des gens qui le relèvent un peu et il y en a d'autres comme Elias qui le relèvent carrément. Et c'est aussi pour ça que Elias est ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'il a toujours cette envie d'engager, de faire du grand alpinisme comme il appelle, où on va vraiment s'engager pour plusieurs jours sur des grosses montagnes. Mais c'était très intéressant parce que du coup, il y a eu cette discussion qui s'est pas vraiment
qui s'est pas vraiment terminé à ce moment-là, puisqu'on on a continué, mais sans vraiment acter à 4, sans voter ou quoi que ce soit. Finalement, on y allait un peu au feeling, comme on fait toujours. On a continué à avancer, on a trouvé un trou, on a mis cette tente, et puis après on a réussi à appeler notre routeur qui nous assurait que pour le lendemain, le temps serait meilleur. Donc là, en fait, grâce à Elias a été ce fusible qui a fait qu'on allait continuer. De toute façon, on n'a pas eu le choix, puisque, comme on le dit dans le film, il nous prend un peu en otage, même si c'était une image, mais c'était intéressant après de désamorcer tout de suite cette dispute. Et je pense que ce qui a fait que ça a bien marché aussi dans notre équipe, c'est qu'à chaque fois qu'un de nous sentait qu'il y avait une tension, soit entre deux personnes, soit entre une personne et le reste du groupe, etc., pour X raisons, il y en avait toujours un de nous qui avait l'intelligence de désamorcer le truc, soit par la dérision, soit par la discussion avec une mise à plat de tout ce qu'il fallait. Et en fait, il n'y a jamais eu d'embrouille qui a duré plus d'un quart d'heure, je pense. On a toujours réussi à désamorcer, parce qu'on sait d'expérience aussi que c'est la condition sine qua non à mener à bien un tel projet. Je veux dire, si au sein de cette micro-tribu, déjà, ça s'embrouille, quand on sort de la tente, ça va pas aller mieux. Si on n'est déjà pas d'accord quand on est vraiment en sécurité, c'est pas dans l'environnement hostile que ça va se mettre en place. Donc ça, on le savait déjà en amont. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sorti un matin de la tente en se disant fait chier. Non. Ou alors je me suis embrouillé avec lui ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose, on avait chacun tous confiance les uns vers les autres, et ça c'était important aussi, d'avoir la confiance de ok, Elias part dans cette idée-là, nous emmène avec lui, mais en fait on a confiance en lui, et donc on suit. Donc voilà, on pourra à tout moment prendre le temps, faire demi-tour s'il y a besoin, mais voilà, ça c'était important, je trouve. Et ouais, moi, juste pour compléter et fermer ce sujet, je pense que, tu vois, moi, ça a été hyper enrichissant. Ça a été une expérience vraiment enrichissante. Déjà, en gros, tu vois, Alex, il parlait d'expérience, etc. Et moi, j'étais un peu le cadet. Tu vois, je parle un peu personnellement, mais j'étais le cadet de ce voyage, de cette expé. J'ai 10 ans de moins qu'Elias. J'en ai 7 de moins, je crois, qu'Alex et Chris. Et en fait, pour moi, c'était un grand saut dans l'inconnu. J'avais fait des expés, mais qui étaient plutôt type ski. Et là, de partir dans un voyage comme ça, moi, j'avais forcément suivi et j'ai toujours un petit peu idolâtré ce que faisaient ces gars-là, notamment à travers du film du Logan. Et en fait, tu vois, cette expérience sur le Foraker, ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué, où effectivement, on a échangé, on avait tous peur. Et l'esprit et la détermination d'Elias, je pense que ce truc-là, cet échange qu'on a sur le Foraker, il me servira toute ma vie. Et en fait, c'est quelque chose où même encore, tu vois, il y a 2 jours, je suis allé skier et en fait, t'es fatigué, t'en as marre, t'as peur, il y a des trucs, les conditions sont peut-être pas bonnes, mais en fait, tant que les conditions te permettent d'avancer et que tu te mets pas forcément en danger, effectivement, il faut se pousser un peu et il faut aller voir. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retiré de cette expérience sur le Foraker. Après, je te parle de ça parce que tout s'est très bien passé. Il y a quand même un moment où je me souviens, on est un peu en suspens sur cette arête et on se pose quand même des questions. Où on est, où est le vide, où sont les corniches, où sont les crevasses. Mais finalement, voilà, c'est une expérience qui est vraiment positive pour moi aujourd'hui et je pense que ça nous a amené au sommet et c'était vraiment génial. C'est hyper intéressant d'avoir vos retours là-dessus et c'est très... Il faut que tu prennes le micro. C'est vrai qu'en regardant le film, moi, quand je l'ai vu, j'ai pas du tout suivi la mise en forme du film que Alex a beaucoup fait. Et en regardant le film, des fois, c'était un petit peu troublant de pas voir exactement la réalité de ce qu'on avait vécu nous. Et donc, de voir des choses, dire « Ah non, mais ça, en fait, c'est pas exactement comme ça. » Et voilà, on peut pas dans un film. Donc, le spectateur, et comme toi, Émilie, qui a regardé le film, il y a des choses, des fois, qui te paraissent un peu plus importantes que d'autres, alors qu'en fait, nous, on arrive à le lisser. Oui, carrément. Et ça, c'est une question hyper importante que j'avais envie de te poser, parce que toi, Alex, t'es co-auteur du film. Comment est-ce que, dans l'écriture, tu travailles pour justement être dans une espèce d'éthique de la réalité, de trouver un moyen de reconstruire quasi à l'identique ce que vous vivez sur le terrain? Vaste question, mais déjà, je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout le but. Okay. On parle de cinéma, que ce soit de montagne ou de quoi, ça veut dire qu'on tire des histoires d'un fait qui soit réel ou non. L'idée de ce... C'est important qu'on se le dise parce que je pense que les spectateurs qui regardent vos films se disent que c'est la réalité. Alors, bien sûr, c'est inspiré de la réalité. Il n'y a pas de trucage.
tout a été fait en studio, tout a été fait sur le terrain, pardon. Disons que sur une expé de 50 jours aussi pleine de rebondissements, par exemple, on est revenu, on avait 80 heures d'image. Le premier ours qu'on a fait sur la table de montage, il faisait 4h30. Et c'était passionnant. Mais tu peux pas faire un film de 4h30. Il faut faire des choix. Faut faire des choix. À partir de là, tu vas, par rapport au ton que tu veux donner à ton film, tu vas lui donner un format parce que tu vas lui donner un rythme en fait. Et du coup, nous, ce qu'on voulait vraiment faire avec le co-auteur qui est aussi le réalisateur, donc Johan Guignard, qui vient lui pas du tout de la montagne mais du cinéma d'auteur, c'était de faire une œuvre hybride entre un cinéma avec des personnages où on va chercher au fond des personnages ce qui sont vraiment et s'il y a transformation, en l'occurrence là c'était le cas, et donc c'était pas forcément de raconter l'expé de manière hyper objective, je dirais. L'idée c'était vraiment de partir de 4 personnages qui s'embarquent dans une aventure extraordinaire, on peut dire, singulière, qui va les marquer à jamais et qui va les transformer avec toujours cette notion d'animalité intimement liée au wild. Le wild, c'est la nature sauvage. C'est le terme qui n'existe pas vraiment en France, qui est emprunté par tous les Américains. Si tu parles du wild à un anglo-saxon ou un Américain, il comprendra. C'est la nature comme on n'a plus en Europe. Donc, c'est les espaces monstrueux. L'Alaska, ça fait 3 fois la France. C'est l'État le moins peuplé d'Amérique. Donc, et c'est sur 2 villes qu'il y a des gens. C'est-à-dire que dès que tu sors des villes, c'est la nature sauvage, c'est le territoire des ours et des orignaux. Donc, en fait, cette volonté d'aller se confronter à cette nature, c'est aussi pour essayer de retrouver un espèce de sens dans cette société qu'on va recréer, parce que, enfin, moi personnellement, j'ai de plus en plus de mal à retrouver du sens dans la société dans laquelle j'évolue. Donc le fait de recréer une micro-société avec mes copains dans un environnement que je connais, ça va m'aider à me transcender en quelque sorte. Mais je m'éloigne un peu du sujet. L'idée du film, donc voilà, et l'idée du film, c'était vraiment d'essayer d'explorer comme ça ces biais de métamorphose animale, un petit peu. Et c'était intéressant. Et la question de départ qui était d'amener une forme de véracité, etc. Johan a apporté vraiment l'aspect plus intellectuel, peut-être, avec son expérience dans le cinéma d'auteur. Et moi, j'ai amené mon expérience peut-être plus technique et peut-être aussi qui permettra de faire un film qui plaira aussi bien aux béotiens, au grand public, qu'à des gens qui sont vraiment dans le game de l'alpinisme, par exemple. Carrément. C'est intéressant qu'on se le dise parce que, en fait, vous commencez quand même par une scène où Elias appelle le ranger pour avoir les autorisations de départ. Et du coup, on se dit, ah tiens, c'est un docu. Et effectivement, de toute façon, il faut toujours qu'on fasse des choix dans les films qu'on fait. Est-ce que Christophe, Aurel, vous avez aussi travaillé à ces choix, ou c'est vraiment que toi, Alex, qui a opéré les choix avec Johan ? Alors, Aurel et Christophe nous ont fait 100% confiance et n'ont pas voulu voir de version avant la première qui a eu lieu à Chamonix cet été. Donc pour nous, c'était aussi un peu un pari d'essayer de faire quelque chose qui sortait de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma de montagne et que ça leur plaise en même temps. Ça a été, moi, je faisais pas le malin. J'avais peur de votre réaction en vrai, comme j'avais peur de la réaction de mes amis qui venaient voir le film à Chamonix la première fois. C'est un challenge de malade. Non, mais c'était pas évident. On a l'habitude d'être sur des formats à max 52 minutes dans les films de montagne. Là, on est sur 1h21 avec un rythme qui est parfois assez lent, mais qui représente aussi le côté d'immersion qu'on voulait essayer de retransmettre avec Johan. En fait, c'est aussi pour ça que le film est long. Mais c'était un pari. Moi, ça m'a fait un peu peur au début. Mais je veux bien imaginer, ouais. Parce que même juste de récupérer tous les rushs, que ce soit vidéo ou micro, et de réussir à mettre déjà ça bout à bout et de créer une petite histoire dans le bon sens, avec des angles de vue différents, et pour essayer d'avoir le plus vrai. Et voilà.
Non, c'était difficile. Moi, mon boulot de co-auteur là-dessus, ça a été vraiment un premier travail en amont, comme je le disais tout à l'heure, où vraiment je dessine le tracé de l'expédition. Ça va faire foi dans la chronologie et dans le tournage. Après, un tournage sur une expé comme ça, surtout de cette ampleur, on peut pas partir avec une équipe de prod qui va avec un cadreur et un preneur de son. Donc, on doit faire les images nous-mêmes. Mais pareil, on va pas faire un storyboard avec telle scène, telle scène, telle scène. L'expédition, c'est l'adaptation permanente. Donc, c'est-à-dire, on file des caméras à tout le monde et on se dit, on filme tout ce qui se passe. De la meilleure expérience à la pire. Et à la fin, on ramène tout, on fait notre popote et il y a un deuxième temps d'écriture avec le monteur et le réalisateur qui nous permet de trouver une trame, une ouverture et d'exploiter toutes ces... Ouais, en fait, ce qui était génial, c'était que Johan Guignard, donc le réal, nous avait quand même vraiment souligné et surligné qu'il fallait que nous, de notre côté, on soit capable de filmer tout le temps, peu importe les conditions, et surtout, il voulait qu'on filme quand ça se passe pas bien, quoi. Il voulait les engueulades, il voulait les moments un peu sombres, il voulait quand on en chie, il voulait le vent, il voulait surtout les choses négatives où normalement tu sors pas la caméra. Et le pari qu'ils ont pris et sur lequel ils ont travaillé ensemble, et ben moi pour la première fois, pour l'avoir découvert à Cham, et en fait les 3 ou 4 premières fois que j'ai regardé ce film, ben déjà effectivement c'est un film qui est long, mais en fait ça passe vite parce que tout du long t'as cette avancée et en fait il nous est arrivé tellement de choses, tellement de péripéties, des choses fortes. Et avec cette négation dedans, justement, et ces problèmes, et ces problèmes à résoudre, simplement, d'engueulade, de crevasses, de vent, de froid, de sommet, d'engagement, etc. Et c'est un film, en fait, qui met le spectateur complètement avec nous au sein du voyage. Et je pense que qui que tu sois et d'où que tu viennes, tu vas nous accompagner sur ce voyage, sur 50 jours, et tu vas trouver le temps long, et tu vas voir que c'est dur, et tu vas avoir de l'empathie, tu vas avoir envie de pleurer, tu vas être content, tu vas être heureux avec nous. Et je trouve que ça, c'est ce qui a été le plus incroyable, moi, à la découverte de ce film. Et c'est en fait ce qu'on retrouve aujourd'hui auprès des spectateurs quand on échange avec eux, c'est que, ouais, à la fin, ils sont lessivés, et ils ont vécu ces 50 jours avec nous, et c'est assez intéressant de voir et d'essayer de comprendre comment, à travers une réalisation, tu peux autant intégrer un spectateur dans le voyage. Et du coup, c'est assez fantastique. Et à chaque fois que je vois ce film, je revis vraiment l'expérience. Et c'est vrai que ils ont vraiment réussi à mettre les points forts et les points marquants de notre côté dans le film qu'on retrouve très très bien. Et donc pour ça, je retire un grand chapeau. J'aimerais bien qu'on questionne la notion de performance et dans ce cas précis d'anti-performance, on est aux Rencontres Ciné-Montagne aujourd'hui. J'ai vu pas mal moi de films du coup dans le cadre de la programmation. Déjà, est-ce que vous pouvez me raconter un peu quels films de ski, de snowboard, de montagne ont bercé votre adolescence? Alors moi, je pense que forcément, étant de la vallée de Cham, j'ai été un petit peu plus quand même, je dirais, cultivé par ce qui se passait dans la vallée. Nombreux récits, des expéditions aussi. Je suis très intéressé par l'historique de l'alpinisme et notamment du ski de pentraide. C'est ce qui vraiment moi m'anime. Aujourd'hui, grâce à ces énergumènes, j'ai découvert que l'aventure et au long cours, c'est ce que j'aimais peut-être le plus et ce qui me passionnait le plus. Mais voilà, c'est des films comme Entre les lignes de Vivian Bruchet, qui sont pur ski, mais quand même très typés montagne. Je me souviens de Zabardast, Picture, qui m'avait vraiment marqué. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu Logan, qui moi m'avait quand même aussi marqué. Et je m'étais dit, ouais, mais les mecs, en fait, la mission qu'ils se mettent, la trash ultime. Et en fait, je rêvais de partir sur quelque chose comme ça, mais à aucun moment, j'aurais pensé que c'était l'année passée, à 27 ans. Je trouvais ça assez prématuré, j'aurais aimé avoir un peu plus d'expérience, qui au final, avec du recul, pas du tout, c'était juste le bon moment, j'étais prêt et ça s'est passé d'une façon incroyable. Et sans ça, j'aurais pas rencontré ces gars-là, donc ça aurait été complètement con. Mais voilà un peu moi les choses qui m'ont marqué, c'est les films qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Et si vous regardez pas de films de montagne? Un petit peu. Moi, je reviendrai un tout petit peu plus en arrière avec des mecs un peu comme Jean-Marc Boivin, des gars comme Sifredi, qui sont autant de la vallée, enfin pas Boivin, il est dijonnais, mais des mecs qui ont regardé un peu la montagne dans laquelle ils ont évolué, et puis après qui sont un petit peu partis dans tous les sens, à droite, à gauche, pour dire « Ah, mais ça c'est possible, ça c'est réalisable », et en fait avec des rêves plein la tronche, et en fait réussir à les mettre en œuvre, et voilà, juste partir d'une idée et de réussir à aller décoller. Boivin, qui est le premier homme à décoller de l'Everest en parapente, ça c'est des choses pour moi qui sont ultimes,
Et c'est en 1988. Le parapente commence plus ou moins. C'est des choses qui sont pour moi énormes. Donc voilà, ça c'est des trucs qui m'animent et qui m'ont bercé un peu dès le début. Je pense qu'on est de la même génération tous plus ou moins, donc on a un peu tous les mêmes modèles et on a un peu été bercés avec le même biberon. Mais moi quand j'étais petit, j'avais un voisin qui est bien connu de la communauté, qui avait les cheveux peroxydés et qui est décédé à l'Everest sur son snowboard en 2002. Et en fait quand il est mort, nous on rentrait au collège. Et comme c'était quelqu'un de la vallée, de la communauté, ça nous a un peu marqué. Donc direct, on a commencé la montagne en s'inspirant un peu de ça. Enfin, moi, je me souviens, la première expé, c'était en Bolivie parce que si Freddy avait été en Bolivie à sa première expé, la première fois que j'ai fait une première, je me suis teint les cheveux en blond. C'est comme ça, quoi. Et aujourd'hui, je pense que les générations d'aujourd'hui, avec tout l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de cette icône qui était Marco, que ce soit via les livres, via le film, etc. On en a fait une icône de la pop culture alpine, je pense. Et aujourd'hui, je pense que plein de gens qui commencent la montagne, et notamment la pente raide, que ce soit en ski ou en snowboard, se revendiquent de lui. Ça, c'est sûr. Mais en même temps que ça, avant lui, par exemple, le mentor de Siffred, c'était Boivin. Donc pareil, pour le culot qu'il avait, c'était le premier à faire des combos de plusieurs types de jeux. C'est-à-dire qu'il grimpait en rocher, il décollait en deltaplane pour enchaîner sur une face en pente raide, pour repartir en hydrospeed, je sais pas, mais aujourd'hui ça paraît normal avec le nouveau matériel, avec le matériel léger, les petites voiles et tout ça. Mais à l'époque, en termes de logistique, c'était monstrueux. Déjà d'avoir l'idée de penser ça, le mec avait 30 ans d'avance en fait. Mais il faisait partie d'un crew, il y avait Bruno Gouvi aussi, il y avait plein de gens, et Chamonix était vraiment le laboratoire de tous ces gens un peu foufous, de toutes ces expérimentations qui souvent étaient très dangereuses. Beaucoup y ont laissé la peau, mais ils ont laissé en héritage comme ça cette folie d'oser aller voir plus loin que ce qu'on connaît déjà dans le milieu. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait une expédition comme on a fait, on s'inspire de tous ces héritages, de tous ces gens qui étaient habités par une espèce de folie auquel ils croyaient fermement. Et ça nous permet aussi, nous aussi, d'oser envisager de tels périples. Sans eux, je pense qu'on n'aurait jamais osé faire des choses comme ça, c'est sûr. Mais c'était pas ça la question, encore une fois, je me suis égaré. En termes d'influence filmique, moi, c'est Apocalypse Now, 1982. 82 ? Ouais, le premier 1982. Tu sais qu'ils repartent pour un nouveau. Oh là là, peut-être un peu les sur trois un premiers spoiler. les meilleurs, avec Didier Lafont et Régis Roland, c'était la quintessence de la glisse, même si je pense que cette saga est responsable de la mort du monoski, Ah, malheureusement. Pourquoi n'as-tu pas ramené ton monoski en Alaska et que tu l'avais ramené au Logan ? C'est une très bonne question, Oui. ça. En Alaska, c'était la première fois depuis 15 ans que je faisais une expédition avec des skis. D'habitude, je faisais que tout le temps en monoski. Mais je m'étais rendu compte au Logan que c'est quand même fatigant, encore plus qu'en ski. Ouais, puis c'est dangereux. C'est plus dangereux. Oui, donc c'est plus fatigant. Oui, d'accord. De plus se concentrer. Non, parce qu'en fait, on a des sacs sur les parties de ski, on a quand même des sacs monstrueux. Et en fait, quand on est sur de la neige dure avec la fatigue, avec des sacs très gros, et quand on a une seule quart, ça peut être dangereux. Oh là là. Alors qu'en ski, quand même, tu peux écarter un peu plus les jambes, t'es un peu plus relax. Et là, je voulais bétonner, donc je suis parti en ski. C'était sympa, sans plus. Mais moi, j'aurais pas du tout aimé te voir en monoski dans la descente du Denali dans le 1000 mètres de carton. Ouah, tcha. Non, c'est sûr, mais c'est pour ça, tu vois, j'apprends avec l'expérience, On aurait mis une corde ou quelque chose parce que... Non, mais la question n'est pas à se poser puisque ça s'est fait comme ça. Il y a aucun problème. du coup, c'est un film qui est plutôt du côté de l'anti-performance, on peut dire ça ou pas? Je vexe personne. Non, parce que ça serait un peu présomptueux de notre part, ça serait un peu de la fausse humilité, parce que c'est quand même une performance qu'on a réalisée. C'est juste, comme je disais tout à l'heure, dans le point de vue subjectif de la narration qu'on a choisie dans le film, on a préféré parler de cette métamorphose des 50 jours dans le wild, avec comme point de passage le sommet du Denali et du Foraker, mais pas en faire comme un point capital Carrément. du sommet, c'est juste un relais, quoi. Et du coup, c'est ça, moi, ma question, c'est la question à l'heure actuelle de l'aura que vous pouvez avoir sur le public. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est il y a des milliers de gens qui vont voir votre film, certains
enfin, il y en a même beaucoup qui font de la montagne. Je pense qu'on ne touche pas forcément avec les films de montagne des gens qui font pas de montagne. Comment est-ce que vous pouvez parler aux gens sans que eux-mêmes se mettent en danger? Parce qu'il y a quand même un truc comme ça où vous montrez de la performance. En vrai, on a presque l'impression que c'est facile. Presque. Du coup, il y a vraiment ce truc. En fait, la question qu'on se pose, c'est qu'il y a de plus en plus d'entre vous qui prennent des positions sur l'écologie, sur la manière d'aller en montagne. Il y a aussi la question de la performance, de l'anti-performance, de comment est-ce que vous pouvez avoir justement une aura là-dessus pour les gens qui veulent aller en montagne et de leur dire attention, en fait. Je sais pas si ma question est très claire, mais je pense que vous avez quand même un rôle à jouer là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, je pense que il y a un lien entre cette question et la question d'avant. Quelles sont nos influences? C'est aussi comme ça qu'on se construit grâce à des mentors, grâce à des images qu'on a. Moi, je voulais rajouter qu'un de des personnes que je respecte le plus, qui m'a vraiment influencé toute ma vie et qui continue, c'est un alpiniste des années 60 qui s'appelait Gary Hemming, qui était un des premiers grimpeurs, alors qu'il se revendiquait pas du tout écolo ou quoi que ce soit, qui avait une volonté de laisser aucune trace en montagne, d'être le plus discret possible. Et moi, je me suis toujours inspiré de cette espèce d'anti-héros un peu nonchalant qui est devenu célèbre parce qu'il s'est retrouvé à sauver dans les drues des Allemands qui étaient bloqués. D'ailleurs, la célébrité ne lui a pas du tout réussi puisqu'il s'est suicidé 4 ans plus tard. Mais en tout cas, je pense que c'est important de se référer comme ça quand on se construit dans ces milieux-là à des gens qui nous... Alors pas forcément des gens qui ont des éthiques irréprochables, peu importe, mais il y a toujours un moment où dans notre génération, on va se confronter à la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut plus consommer, que ce soit en montagne ou ailleurs, comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 40 ans ou même avant. Et je pense que chaque pratiquant qui est sensible à la nature, à la beauté de la nature, à ce qu'il va y faire et y ressentir, au partage qu'il peut avoir avec les gens, doit être sensible en fait à cet enjeu majeur de notre génération, de notre temps, c'est plutôt mal embarqué quand on voit ce qui se passe globalement. Mais tout le monde doit se poser la question de si je pratique ce genre d'activité, j'ai aussi un rôle à jouer dans sa préservation. Je pense. Et la question de l'anti-performance, ça va avec en fait, et même ça, par extension, on repart sur la question du colonialisme, du sexisme, des rapports de domination entre les hommes, les femmes, les blancs, les noirs. Enfin, tout est lié quoi. Et pareil en fait, c'est Murray Bookchin qui a été le premier dans les années 70 à faire un lien entre les problèmes sociaux et les problèmes écologiques. Je veux dire, tout est lié. Et ça, c'est une lutte globale contre la colonisation. Moi, je peux revenir vite fait rapidement sur le côté engagement et dangerosité que tu parlais juste avant. Et par rapport à Laura et à vraiment partager un peu avec ces gens qui vont regarder ce film et tout. Et vraiment se dire que nous, on est parti sur 50 jours et j'étais en train un peu de faire le calcul, mais de me poser la question sur combien de jours sur ces 50, on sait potentiellement, on a eu un petit peu des feux un peu rouges, ou alors on se dit, ok, là, je commence à accepter un petit peu le risque. Et en fait, ils sont très peu, ces nombres de jours, en fait. Il y en a vraiment peu sur ces 50 jours. Je pense qu'il n'y a pas plus de 3 jours, pour moi, où vraiment on se dit, ok, là, il faut qu'on fasse gaffe, il faut qu'on accepte que, là, par rapport à la neige, par rapport à ces choses-là... Après, moi, j'avais un peu plus de passif sur la rivière. Donc, en fait, la rivière, à partir du moment où je me mets le cul dans l'eau, en fait, pour moi, je suis plus en danger. Il y a ça aussi. Après, ça n'a pas été le même pour chacun. Mais par contre, c'est vraiment sur ces questions de crevasses et de neige. Donc, voilà, tout le début de l'aventure, jusqu'au moment où vraiment on arrive au pied du Kaldna Pass. Pour moi, là, on n'a pris aucun risque encore. Et il s'est passé combien 13 jours 11. Ouais, voilà, 11-12 jours. Et à partir de ce moment-là, voilà, là, on commence vraiment à se dire, OK, là, on a des gros morceaux au-dessus de la tête, donc on les évite au maximum. Là, il y a eu aussi une grosse discussion à ce moment-là, qui n'est pas forcément dans le film, mais de savoir où est-ce qu'on passe, parce qu'en fait, on ne passe pas par l'itinéraire qu'on avait imaginé passer. Enfin, on ne passe pas vraiment le col, on s'écarte pour avoir une ligne un peu moins engagée. Et ça, c'était à ce moment-là, c'était une décision un peu plus d'Alex
Parce que nous, avec Aurel, on dit non, mais en fait, c'est OK, on va se mettre en danger pendant un certain moment sous les séracs, mais on l'accepte. Et là, Alex, c'était vraiment non, en fait, on va essayer de trouver une autre option. Et c'est pour ça que là, on part complètement sur la droite. Et donc, on arrive à une épaule plus qu'à un col qui est 200 mètres plus haut en dénivelé. Sans vraiment savoir exactement si on a un itinéraire de montée, parce que le col, on le voyait, l'itinéraire, il était plus ou moins évident, mais par contre, il était engagé. Et donc là, Alex nous dit, OK, on va voir par là-bas, allez, on attaque et tout, et boum, et ça passe. Donc voilà. Donc on était sûrement un peu moins engagé. Par contre, on arrive plus haut sur cette épaule, et donc là, on doit redescendre. Et c'est dans cette descente-là, des 200 mètres de dénivelé jusqu'au glacier, où là, c'est l'histoire de la crevasse. C'est toujours un enchaînement, en fait. OK, on se sécurise en passant par la droite et on pense prendre moins de risques. Par contre, on va tomber dans un traquenard derrière, alors que si on était passé de l'autre côté, on aurait pris plus de risques au début. Peut-être qu'on prenait les séracs sur la gueule, mais derrière, on arrivait directement sur le glacier. Donc, en fait, c'est toujours une jauge, une balance. Ouais, exactement. Et accepter à partir du moment où tu es parti dans quelque chose, accepter, OK, allez, on avance. Et même si à côté, c'est plus court, et même, c'était sûrement beaucoup plus court, et même si à côté, ça se passerait peut-être mieux. Mais en fait, c'est vraiment ça aussi. À partir du moment où on est 4, en fait, il n'y en a pas un qui se barre. Et ça s'est passé vraiment le dernier jour où là, c'est plus du tout du risque, mais sur la rivière et ceux qui continuent à pied, Aurel et Elias qui continuent à pied et nous qui prenons la mer. Mais par contre, là, on n'est plus sur du risque. On n'est plus sur du risque, c'est simplement juste du confort et une idée, en fait, un idéalisme vraiment de fin, de se dire, moi, je rêve de ça, tiens, j'essaye, parce qu'en fait, je reviendrai pas. Là, je ne vais pas refaire ça, donc j'ai envie de finir sur cette touche-là et j'ai envie d'essayer au moins. Je pense que aussi, la réalité, c'est que en fait, il faut avoir 2 mois devant soi dans l'année. Il faut avoir le temps, il faut avoir un travail qui te permet de le faire. Moi, je suis persuadé que ce genre d'aventure, tout le monde est capable de le faire. En fait, évidemment que ton lieu de naissance et la vie qu'ont eu tes parents, etc., vont peut-être potentiellement définir un petit peu ce genre de chemin ou non. Mais moi, je suis vraiment persuadé que n'importe quelle personne qui aurait du temps devant elle et qui aurait envie de le faire, évidemment, serait capable de vivre ce genre d'expérience. Mais surtout, le message, c'est qu'en fait, c'est une invitation à aller dehors. Et je crois que réellement, en fait, quand on échange avec les gens après la projection, c'est que les gens, ça les a fait rêver, ils ont trouvé ça génial, ils ont vraiment vécu quelque chose de fort avec nous. Mais pour autant, je crois pas que ça leur donne envie de le vivre. Par contre, ils ont envie d'aller faire de la rando. Et en fait, c'est l'essence même de la montagne. Que ce soit en Alaska, en Beldon ou dans les Aravis ou les Écrins, en fait, la démarche, elle est la même. C'est d'être en montagne, c'est de partager des choses, voir des beaux levers de soleil, des beaux couchers de soleil, et puis d'échanger des câlins, de l'amour et du plaisir. Et du coup, je pense qu'aussi, ça, c'est un message important. L'Alaska, c'était fantastique, c'est des rêves, c'est des choses pareilles, éthiquement. T'as des rêves d'enfant. Et en fait, moi, aujourd'hui, c'est difficile pour moi de mettre des croix sur mes rêves d'enfant. Donc, j'ai besoin de les vivre, j'ai besoin de les faire. J'en fais pas 10 par an. Et du coup, aller dehors, c'est juste fantastique. Et surtout de pouvoir le partager avec des gens qui, dans ces montagnes, peu importe lesquelles, passent du statut d'ami à un statut de frère ou de sœur. Et ça, c'est vraiment ce qui motive le plus en montagne, je pense. Oui, et puis pour ce faire, on n'est pas obligé d'avoir un bilan carbone aussi catastrophique que le nôtre, à savoir aller en Alaska avec tout le matériel, tout le bordel, toute l'organisation, l'argent, le pétrole et tout. On peut vivre l'aventure en sortant de chez soi, en partant à pied. Même si on n'habite pas dans une région de montagne, on peut très facilement aller se perdre dans la forêt tout seul, au fond d'une grotte. On va vivre des super sensations et on n'est pas obligé de partir 50 jours se mettre dans la gadoue. Il y a une image d'ailleurs qui est assez forte. Je ne sais pas où vous êtes exactement sur l'itinéraire, mais vous avez 4 avions qui débarquent, des gens qui en descendent, qui prennent des photos et vous avez l'impression d'être au zoo et d'être vous-même. Et c'est ça que j'ai trouvé super dans ce film Les Jours Sauvages, c'est que vous avez l'impression à ce moment-là de faire partie de la nature et de se dire « Ah en fait c'est nous là les animaux qu'on est en train de photographier ». En fait, donc nous on fait notre approche depuis le nord du massif et on arrive au camp de base après combien de jours d'approche ? 16, 17, ouais. Donc là, ça fait déjà 16 jours, on a vu 0 être humain et on est vraiment, pour le coup, on est acclimaté vraiment à la souffrance et à l'hostilité du lieu. Et là, on arrive à un endroit
complètement ubuesque au milieu d'un glacier où en fait c'est un aérodrome, c'est le camp de base du Denali. Donc le Denali, à l'image du Mont Blanc, c'est un sommet qui figure sur la liste des Seven Summits. Donc c'est les 7 sommets les plus hauts de chaque continent. Donc il y a vraiment un engouement d'un certain public alpinistique argenté qui aime accrocher tous les sommets. Et donc, quand on arrive là-bas, il y a un aérodrome avec un medical camp tenu par des rangers et puis des dizaines et des dizaines de tentes pour des futurs ascensionnistes au Denali. Donc nous, on les rejoint et en fait, le contraste est extrêmement fort parce qu'on sort vraiment d'une espèce de promiscuité extrême à une opulence qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans ces lieux sur un glacier, quoi. Donc tu disais, il y avait les jours de beau temps, il y avait 25 avions qui arrivaient, qui posaient des alpinistes et qui repartaient en chercher d'autres. Et les pilotes, comme ça, ils faisaient 2 à 3 fois la rotation dans la journée. Et donc tu te retrouves face à des gens qui viennent du monde entier. Donc c'est très sympa, on discute et tout ça. Et eux nous posent la question, quand est-ce que vous avez atterri ? C'est prévu pour quand votre sommet ? Alors nous, on essaie de leur expliquer que on n'est pas venu en avion et qu'on a une autre démarche et tout. Et puis en fait, rapidement, en quelques phrases, on se rend compte que eux-mêmes ne savent pas du tout où ils se trouvent géographiquement actuellement et qu'ils sont là juste pour cocher le sommet du Denali. Et c'est assez... je trouve que ça dit quelque chose de notre société aussi, de cette instantanéité de tous les plaisirs où on va mettre, sous couvert d'avoir de l'argent, on va mettre un minimum d'effort physique et mental pour avoir un maximum de rendement. Et c'est pour ça qu'on voit dans nos massifs l'explosion de sports comme le rafting ou le parapente au détriment de l'alpinisme, par exemple. Parce que ce sont des activités qui demandent un minimum d'effort pour un maximum de plaisir et de sensations. Alors qu'aujourd'hui, l'alpinisme, même ça a toujours été, faut galérer pendant 8 heures à se faire peur sous les séracs et marcher dans les cailloux pour 15 minutes de plaisir au sommet avant de tout se retaper à la descente. Je veux dire, le plan, il n'est pas rentable là. Donc c'est pour ça, nous, on essaye de naviguer un peu à contre-courant de tout ça. C'est aussi pour ça qu'on est dans une démarche un peu heavy and slow à l'heure du fast and light. C'est vraiment le contre-pied. On va encore plus loin, on reste encore plus longtemps et on part encore plus lourd. Et on retrouve un certain confort et aussi une certaine fierté, je pense, de prendre un peu le contre-pied de tout ce qui se fait actuellement. Et puis, de toute façon, pour terminer, on n'a pas la capacité physique de s'aligner pour faire du fast and light sur des 8000. C'est surtout ça, en fait. Et puis, juste pour continuer, il y a effectivement les alpinistes qui viennent sur le Denali. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, on les voit dans le film, c'est-à-dire que tu avais des gens qui venaient d'Anchorage en avion ou de Talkeetna, qui est à 200-300 km de là, si ce n'est pas plus. Et en fait, ils venaient juste faire des selfies. Donc, ils posaient sur le glacier à côté du camp de base, ils sortent de l'avion, ils s'éloignent pas à 20, 25, 30 mètres de l'avion, et puis ils font des selfies, tu vois. Et ça, c'était vraiment, vraiment marquant. Tu te dis, ouais, il y a vraiment un énorme décalage. C'est sans jugement, et ils ont énormément de chance de pouvoir venir ici. Mais c'est vrai que quand toi t'es là, ça fait 20 jours et en fait t'es même pas la moitié de ton voyage, il te reste une deuxième montagne complètement énorme à monter, puis une descente dans les moraines où il va falloir porter les sacs, tirer les luges, puis ensuite faire 7 jours de descente en rivière. Enfin, c'est 2 mondes différents et ça a été un contraste assez intéressant que moi j'étais content de vivre et de voir. En fait, c'était quelque chose de complètement lunaire. Et l'ensauvagement, pour aller un peu plus loin là-dedans, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti. Et il y a même eu, tu vois, au cours de ce voyage, on a même découvert de nouveaux sens, ou en tout cas redécouvert nos sens. Et en fait, ce qui était assez dingue, c'est que même dans le mauvais temps, sur un glacier, on était capable de trouver notre chemin. Et tout bêtement, en fait, tu te retrouvais un petit peu à l'aveugle, mais finalement, ton flair ou tes sens vraiment, vraiment repoussés à fond te permettait de retrouver ton chemin et même de marcher sur les traces des animaux. Et en fait, ça, c'est un sujet que tu pousses jusqu'au retour à la maison. Et moi, personnellement, j'en ai quand même chié au retour. Ça a été assez long. Revenir à la réalité, en société, etc. J'ai vraiment eu du mal. J'ai pas consulté, mais ça allait pas trop. Et du coup, cet ensauvagement, il était juste trop bon et c'est quelque chose de très, très addictif. Tu sais, moi, je suis partie juste une semaine en itinérance dans Dubaï cet été. Quand je suis revenue, je me suis tapé 10 jours de dépression. Je suis partie juste une semaine, hein. Trop bizarre, effectivement, de redécouvrir un téléphone qui fonctionne, d'avoir d'autres problématiques qui sont hors manger, dormir et aller d'un point A à un point B, devoir porter son sac et marcher, quoi. Et c'est tout. Et dans la vraie vie, en fait, il y a d'autres humains autour de toi, ça fait du bruit, surtout quand tu habites à Grenoble. Enfin, il y a vraiment ce truc, ouais, où c'est dur, quoi. Le retour de la montagne, il est
horrible, même quand t'es parti qu'une semaine. Ouais, ça suffit de quelques jours, hein, tu vois. ouais. Même tu pars un week-end, en fait, tu pars en montagne, tu te retrouves sur un sommet où t'es tout seul avec des copains, tu partages quelque chose d'assez fort quand même, quoi qu'il en soit, où tu vois des choses assez uniques et rares que tu vois pas en bas en vallée ou ailleurs, en fait. Et c'est clair que c'est super complexe derrière à gérer. Et en même temps, tu vois, je trouve que si on y pense pour dire oula, attention à la baffe derrière, et ben l'expérience, elle serait pas vécue à 100%. Et en fait, je regrette absolument pas les peut-être 4 à 6 mois derrière où j'en ai chié, où ça a été difficile, parce que l'expérience des 50 jours, ça a été l'expérience la plus puissante et la plus belle de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je pense, dans ce voyage-là, on a accepté l'ensauvagement, on a accepté l'engagement, on a accepté de revenir animaux, entre guillemets, et c'est aussi ce qui a fait que nos liens se sont vraiment resserrés, et que dans le film, on ressent quand même des choses assez uniques et des émotions aussi très fortes. Tout ce qu'on a vécu là-bas, c'était décuplé, c'était x10, c'est ce que j'aime bien raconter. C'est aussi pour ça que ça a été difficile en rentrant, c'est que j'ai eu l'impression un peu de partir avec une banane d'émotions, tu vois, une banane, une sacoche, quoi, donc, ou une trousse, tu vois, quelque chose de pas énorme où dedans j'avais toutes mes émotions, l'amour, la colère, la joie, etc. Et en fait, ces 50 jours, je suis revenu avec un sac de 100 litres d'émotions. Aussi bien d'amour que de colère, que de peur, que de plein d'autres choses. Et du coup, ça a été difficile en fait. Mon cerveau, il a eu du mal à faire tampon avec toutes ces émotions, à comprendre ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, je suis très très heureux et très fier d'avoir vécu ça parce qu'en fait, ça m'a vraiment fait grandir. Et toutes ces émotions, aussi différentes soient-elles, j'ai réussi à les ranger dans mon sac. Et du coup, aussi grâce à mes amis avec qui on a partagé cette cordée et avec qui j'ai appris énormément. Moi, ils ont vraiment été voilà, pour moi, comme je le redis, c'est des gens qui m'inspirent aujourd'hui, qui m'ont inspiré. Et j'ai une chance inouïe de partir avec ces gars-là. Et ils ont fait partie, aujourd'hui, ils font complètement partie de ce sac. Et puis, ils m'ont aidé à ranger toutes ces émotions. Mais voilà, c'était quelque chose d'assez fort. Et en fait, tu peux le vivre déjà. Tu peux avoir des prémices de ces émotions-là sur un week-end, en fait, en montagne. Oui. C'est quelque chose dont vous aviez déjà l'habitude, ce package d'émotions, peut-être, Alex et Christophe? Oui. Oui, je pense que c'est quelque chose, on a tous l'habitude, quand on vit des choses assez fortes, dans des endroits très sauvages. J'aime bien l'image de la banane à outils. J'ai vu Vice Versa l'autre jour et ça m'a vraiment fait penser à ça. Et c'est vraiment ça, on a vraiment toutes nos émotions qui sont décuplées. C'est comme si dans la tour de contrôle, là, dans notre tête, du fait de cette expérience, tout prend beaucoup trop de place et quand il y a une émotion qui se manifeste, elle supplante toutes les autres. Ou je repense à la fin de cette descente sur le Denali où on arrive au camp le soir, on se fait offrir des bières par les rangers qui nous accueillent, les rangers, et on est dans la tente et Aurel fond en larmes. Moi, juste après, j'entends une chanson qui me fait penser à ma copine, je fonds en larmes aussi. Et en fait, c'était vraiment le moment où toute cette endorphine, cette adrénaline redescend après un moment sublime, partagé avec des personnes sublimes qui, à ce moment-là, sont vraiment devenus des frères. Et en fait, ce lâcher prise que l'on a à ce moment-là nous fait sortir les larmes, mais c'est vraiment, tout est décuplé. Et c'est vraiment quand on arrive, je pense, à lâcher prise sur un espèce de contrôle de ses émotions, de son corps et tout, qu'on a l'habitude d'avoir en société, dans nos boulots ou pas. Je pense que c'est vraiment quand on arrive à lâcher prise qu'on vit pleinement ce genre d'expérience. Et là, c'était vraiment le coup là avec Aurel, au retour de l'Orient Express où on a tout lâché, quoi. C'était exceptionnel. Et aussi au sommet du Foraker. Il y a eu beaucoup de moments exceptionnels. Et toi, Christophe ? Oh, pas d'émotion. Moi, je suis le seul qu'ils ont mis à chialer à la fin, tu sais. C'est vrai. C'est le seul moment. Ah, moi, c'est à la fin, ouais. Moi, je sais pas, j'ai gardé tout au fur et à mesure. J'ai eu plein de choses qui me sont passées par la tête. Et vraiment, ouais, cette fin, ouais, je sais pas, c'est ma manière d'être. De garder ces émotions avec moi tout du long et de rêver beaucoup, d'avoir beaucoup de choses dans ma tête qui passent, lâcher assez rarement. Mais par contre, ouais, quand les rêves aboutissent et puis que voilà, une fin se met en œuvre parfaitement comme dans un rêve, là oui, un peu d'émotion, ouais, il y a quelque chose. Ce dont il parle, là, l'émotion de la fin du périple, d'arriver à boucler quelque chose que l'on a imaginé, que l'on a tracé sur une surface 2D, que l'on adapte dans la réalité, de voir que ça fonctionne sur autant de temps et que tout marche. Déjà, quand j'ai proposé le trip à mes copains, déjà qu'ils acceptent, qu'ils envisagent que ce soit
possible, déjà j'étais ravi, mais alors qu'on arrive, qu'on parte et que ça se passe aussi bien, qu'on prévoit 50 jours de bouffe et qu'on arrive au bout de 50 jours dans le port d'Anchorage, c'était là, chapeau les artistes et merci les gars de m'avoir suivi dans cette idée farfelue, mais ouais, t'as une sensation d'accomplissement qui est inégalable parce que tu en as tellement chié, il y a tellement eu de souffrance, tu es exténué. Moi, sur la fin, je pouvais plus aligner 2 pas. Tu sais, même marqué sur nos corps, sur nos peaux, quoi, qu'on est éclaté. On a passé par tellement d'épreuves dans tous les sens que, en fait, d'arriver avec Christophe comme ça sur ce bout d'île où on fait un petit feu et le lendemain, on sait qu'on a juste à traverser la baie, qu'il y a les copains qui nous attendent derrière dans le port d'Anchorage. Oh, mais je pense que c'est les sensations les plus intenses que l'on n'a jamais vécu. Enfin, moi, personnellement, c'est ça, et je suis sûr que pour les autres, c'était la même chose. Quelle est la question à laquelle vous rêvez de répondre et qu'on vous a jamais posée ? Combien il vous faudrait d'argent pour, pour vivre à l'aise et repartir où vous voulez ? Si tu n'étais pas parti en Alaska, que se serait-il passé dans ta vie ? Je fais partie en Alaska et à la place, on devait organiser un festival à Chamonix avec les copains. Donc j'aurais fait ça. Non, c'était l'année d'après. Alors, c'est pas une question qu'on m'a jamais posée. C'est quelqu'un qui me l'a posée, mais c'est mon grand-père après qu'il ait vu le film et je pensais qu'elle allait arriver bien plus tôt. C'était: est-ce que vous avez eu peur ? Et j'ai réfléchi et j'ai pensé à plein de highlights assez intenses où il s'est passé des choses où ça aurait pu tourner un peu plus à la catastrophe. Et ces moments-là, je lui ai dit non, à ce moment-là, j'avais pas peur. Je pense à l'épisode de la crevasse parce qu'on était vraiment concentrés, parce qu'on savait qu'il fallait que ça cause. Et je me souviens de ce moment-là dans la crevasse, quand il faut évacuer parce qu'il y a la tempête qui arrive, où là, on s'est tous transformés en mode machine de guerre. Et à un moment, j'ai regardé tous mes potes, et là, tout se faisait à la baguette. Il n'y avait pas un mot et tout, mais chacun avait son rôle et c'était hyper efficace. Et à un moment, j'ai pris du recul, j'ai regardé mes potes, et je me suis dit, mais j'ai une chance incroyable d'avoir des amis comme ça, à ce moment-là, dans la situation où ça se passe. Ils sont exceptionnels. C'est les gens les plus compétents que je pouvais trouver. Et à ce moment-là, là, ça se manifeste. Et là, je me suis dit, ouais, on est des machines de guerre. La suite, ça va rouler. Ça m'a vraiment rassuré. Donc, la situation qui aurait dû me faire peur, elle m'a rassuré finalement parce que j'ai vu le potentiel de mes amis. Et en fait, c'est ce que j'ai répondu à mon grand-père. Après, je lui ai dit, non, moi, personnellement, je n'ai pas eu peur. Parce qu'on a toujours été dans le contrôle durant cette expédition. Et la peur, je pense qu'elle survient à partir du moment où la gestion du risque t'échappe. Et là, tu te fais peur parce que tu sais pas comment tu peux gérer ce risque et c'est là où tu risques d'avoir un accident. Donc nous, on n'a pas eu peur parce qu'on a tout géré. Moi, ça me fait un peu penser au son de ta voix quand on est face à l'ours et je te promets que... Ah ouais, là, il y a la trouille, mec, dans le fond de ta voix. Est-ce que c'est vraiment... Ouais, si, j'ai la trouille. Enfin, je crie comme je peux. Si, c'est la trouille. Non, mais de toute façon, on sait que la seule chose qu'on a à faire, c'est de crier le plus fort possible. Là, j'aurais eu la trouille si je l'avais vu arriver en courant et qu'ils étaient à 1 mètre de moi. Là, il est à 20 mètres, on est en train de gueuler, je suis pas rassuré, mais tout comme vous. En français, en plus, file de là. Je suis pas sûre qu'il ait compris. File de là. Mais... Non, mais c'était un ours qui avait fait Erasmus. Et toi, alors, Aurel, qu'est-ce que t'aurais fait si t'étais pas parti dans cette expédition ? En tout cas... Si j'avais pu échanger avec le Aurel qui est parti et le Aurel qui ne serait pas parti, eh ben le Aurel qui est parti, il aurait dit mon pauvre ami, t'as bien loupé quelque chose d'incroyable pour la suite de ta vie. Et en fait, j'aurais été très déçu. Et c'est mon papa. Parce que moi, j'hésitais vraiment à partir justement parce que ce format-là, il me faisait rêver, mais j'étais pas forcément, comme je te disais, peut-être pas prêt à le faire. Finalement, je l'étais. Mais j'étais plus dans une quête de performance à ski, etc. Et mon père m'a dit, le train ne s'arrête qu'une fois en gare, alors saute dedans. Et ni une ni deux, j'ai pris mon billet et j'ai sauté dedans avec les 3 meilleurs contrôleurs de la SNCF que je n'avais jamais vus. Et c'était dingue. 2 minutes d'arrêt. Ticket. Donc voilà, c'était fantastique et j'ai très très bien fait de sauter dans ce train avec ces loulous-là. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci à toi, Émilie. Et bonne soirée ce soir aux Rencontres Ciné Montagne. Oui, merci soirée beaucoup à toutes et à tous. Merci. Bisous, bisous. Bisous Aurélien. Bisous Christophe. Vive l'ensauvagement. Cet épisode du camp de base est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et à vous abonner à la newsletter du camp de base. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt dans le camp de base.
rencontre au sommet.